sur cet Je ordre. l'ai sorti. Bonsoir à toutes et bienvenue, bienvenue à Et où est cette nouvelle le... masterclass Attends, je n'ai pas cliqué euh, sur la vidéo là. organisée par le Club Women Connecting. Je suis en train d'entendre une voix. Est-ce J'entends, mais que je ne vous vois pas. pourrez, Lombard Cédric, je pense que le micro est encore activé. est-ce que vous pouvez juste couper les micros? Ah, Voilà, c'est parfait. Voilà, donc bienvenue à vous, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ravis ce soir, en tout cas, de vous accueillir pour une masterclass organisée par le Club Women Connecting avec l'intervention de Jade. Jade, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de la journée expérientielle à Levallois. Jade est la cofondatrice de l'agence Mimétisme. Je le prononcerai plutôt Mimétisme Agency, qui est une agence de branding, de marketing et de communication éthique et innovante. Donc, ce soir, Jade a le plaisir de nous présenter cette masterclass sur l'image de marque. Donc voilà, Jade, je te souhaite la bienvenue et je suis vraiment heureuse de t'accueillir pour cette session de masterclass au Club Women Connecting. Merci beaucoup, Tech, vraiment pour cette introduction. Et je te retourne vraiment encore une fois le compliment. J'ai adoré cette première connexion entre nous et je suis très heureuse d'être là ce soir et de pouvoir vous présenter un sujet qui me tient à cœur, l'image de marque, et qui, je pense, va toutes et tous vous parler. Du coup, vu que j'ai vu qu'on avait aussi un homme, peut-être Lombard Cédric. Donc, pour vous expliquer un peu comment j'imagine les choses, le but de cette masterclass, c'est qu'elle vous serve vraiment dans votre réflexion entrepreneuriale, dans votre prise de décision en fait entrepreneuriale. Donc, elle va s'orchestrer en plusieurs parties. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier pendant le déroulé, on va dire, des échanges écrits avec le chat que vous pouvez retrouver en bas dans Discuter, si vous cliquez dessus. Et évidemment, à chaque fin de partie, je vais vous demander si vous voulez prendre la parole, me poser des questions, de le faire, vraiment de ne pas hésiter. Et on aura aussi un échange d'environ 15-20 minutes à la fin de la masterclass pour que vous puissiez, si vous avez des questions précises, beaucoup plus profondes, le faire. Et je vous donnerai également, vous aurez mes coordonnées par la suite puisque vous récupérerez la présentation qui a été faite. Vous aurez aussi la vidéo de l'enregistrement, mais vous pourrez également m'envoyer un email ou un message ou envoyer un message sur notre Instagram s'il y a besoin, si vous avez besoin de conseils plus personnalisés. Donc, l'image de marque. Donc, l'image de marque, pourquoi l'image de marque? Parce que selon moi, c'est quelque chose de primordial dans la prise de position d'une entreprise. C'est pas seulement pour les grandes marques, comme on pourrait le croire, c'est vraiment pour tout projet qui décide de s'insérer sur le marché, que ce soit du produit ou du service, ou voilà, une idée très innovante. Donc l'idée, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on comprenne en quoi l'image de marque va vous servir à attirer les bonnes personnes pour votre entreprise. On va aborder 6 belles grosses parties. Bon, la première, ça va être l'introduction. Je vais me représenter rapidement, présenter Mimétisme et vous demander aussi de vous présenter. Je vous expliquerai un peu. La deuxième, c'est vraiment une introduction, la définition de l'image de marque et son importance. Ensuite, on va parler de la construction d'une image de marque forte. Pourquoi est-ce que c'est important et comment construire une image de marque forte en 5 étapes. J'en ai rajouté une petite bonus, donc ça sera 6. Et aussi parler de comment attirer vos clients grâce à l'image de marque, donc des petits concepts, des astuces, des stratégies que vous pouvez poser dès à présent pour votre entreprise, qu'elle soit en création ou qu'elle soit déjà existante depuis longtemps pour votre activité, que vous soyez une entreprise avec plusieurs salariés, une multinationale ou que vous soyez solopreneur. Tout ça, c'est vraiment duplicable à votre échelle. Et ensuite, on parlera de l'évolution de l'image de marque. Pourquoi, comment est-ce qu'une image de marque évolue? Les choses aussi à prendre en compte. Puis, on terminera sur un point qui, selon moi, est très important, c'est comment mesurer la pertinence d'une marque. Puisqu'on dit souvent que le branding, comme on l'appelle, l'image de marque, n'est pas quelque chose où on peut trouver du ROI, mais en fait, il y a des façons en fait, de pouvoir le mesurer et comprendre quel retour sur investissement ça peut avoir pour vous, comprendre quel impact ça a pour vous sur votre marché.
Et on terminera, comme je vous l'ai dit, par la conclusion et les questions. Donc, déjà, on va se présenter. Donc, comme m'a très bien introduit Tekle, je suis Jade Boulrelou, je suis la cofondatrice et responsable de la direction artistique au sein de Mimetism Agency. Nous sommes en fait une agence, j'aime bien le dire, c'est facile à dire, mais c'est vrai, pas comme les autres. En fait, notre objectif, notre mission depuis toujours, ça a été de donner à tous la possibilité d'agir. Souvent, quand on entend le mot agence, on se dit waouh, ça va être opaque, je vais pas savoir ce qu'on veut me vendre, je vais pas comprendre, ça va être cher ou ça va être trop onéreux pour moi ou ça va pas être transparent. En fait, nous, on a vraiment voulu donner à tous la possibilité d'agir, ce qui passe selon nous par des tarifs qui sont très clairs et qui sont accessibles à tous, mais aussi par notre spécialisation puisqu'on est la seule agence de communication spécialisée en financement participatif. Le financement participatif, ça s'appelle le crowdfunding, ça permet vraiment en fait d'aller lever des fonds autrement qu'en se rapprochant d'une banque ou d'un investisseur professionnel. Ça va être vraiment en incluant, on va dire, votre communauté et en créant plus que juste une levée de fonds, une opération de communication pour tester votre marché, tester en fait vos consommateurs et créer un système de précommande. Donc, si vous avez dès à présent envie d'en savoir plus sur nous, je vous ai mis un petit QR code. Vous retrouverez tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous avec nous si vous en avez l'envie ou le besoin et nous poser des questions. Donc, je vais vous demander à votre tour de me noter dans le chat, si c'est possible, votre nom, prénom, l'entreprise, si elle a déjà un nom que vous avez ou que vous voulez lancer, et votre activité en une phrase, ce que vous voulez proposer. Donc, je vais vous laisser noter ça dans le chat pour que l'on puisse rebondir sur vos différentes activités. Hop. Est-ce que tout le monde a trouvé le chat? Ça, c'est la grande question. Alors, c'est en bas. Quand vous allez dans la barre du bas sur le Meet, vous avez un espace discuter. Vous cliquez dessus et vous avez une petite barre à droite qui va s'ouvrir, une petite colonne dans laquelle vous avez un espace. Génial, parfait. Merci Kia. Je vous laisse noter ce que vous faites comme activité, le nom de votre société pour que l'on puisse un petit peu rebondir. S'il y en a qui sont plus à l'aise à l'oral, vous pouvez aussi me le dire de vive voix. Est-ce que tout le monde a trouvé le chat? Ah, génial! Alors, Louisa Michaela, conseil en gestion de patrimoine, c'est génial ça, le patrimoine au féminin. J'aide les femmes à leur compte à optimiser et faire fructifier leurs finances personnelles grâce à des placements financiers. Génial. On s'est fait accompagner avec mon associé, c'est hyper important. J'adore. Paola, Level Up Consulting, accompagnement de l'excellence par la connaissance de soi et la communication. Paola, on va se comprendre. Super, Tech, que je connais. Fondatrice, ok. Maroquinerie et chaussures de luxe pour femmes, incroyable. Je n'ai pas encore mon activité. C'est normal. On passe tous par ça. Si tu sais déjà un peu vers quoi tu veux tendre, n'hésite pas à me le dire. Je suis Corinne Dédi, ingénieure, recherche dans le domaine des brevets. J'ai un projet de création d'entreprise unipersonnelle pour un début dans la recherche de brevets, voire dessin et modèle de marque. C'est hyper important, hyper intéressant. Je travaillais longtemps j'ai travaillé dans de grosses structures où on passait par ça auparavant. Donc, je sais à quel point c'est important. Ok, avocat. Ah, contentieux pour les TPE, PME. Hyper important et hyper intéressant à garder. Ok, donc vous avez tous des activités très différentes. Créatrice de robes de mariée sur mesure. Ça aussi, ça m'intéresse. Je ne suis pas encore mariée, mais j'espère bientôt. C'est l'agence d'organisation de mariage, exception de coins, événements incroyables. J'aide les futurs mariés à créer le mariage dont elles rêvent sans le stress de l'organisation. J'ai organisé celui de ma meilleure amie. Je vois de quoi on parle. Ok, c'est hyper intéressant parce que vous avez tous des domaines très différents et vous allez vous rendre compte
Et vous allez sûrement tous me dire que vous êtes sur des domaines très concurrentiels. En réalité, tous les domaines sont très concurrentiels aujourd'hui. donc, au moins sur ça, ça va être intéressant de voir comment vous démarquer. Donc, merci pour votre présentation. On va commencer la première partie. L'image de marque, c'est quoi? Alors, l'image de marque, ça désigne la perception globale, en fait, la représentation mentale que vos futurs prospects, vos clients, tous les consommateurs, toute personne qui à un moment a un point d'attache, que ce soit un post Instagram qui tombe sur votre site ou vous voir à un événement, tout ce que les gens vont vraiment se représenter mentalement à propos de votre marque. En fait, souvent, on fait l'amalgame en se disant l'image de marque, c'est l'identité visuelle. En fait, c'est pas seulement ça. L'identité visuelle, ça regroupe vraiment l'aspect visuel, vraiment de base de la marque, donc le logo, vos couleurs, les polices, tout ce qui va y avoir, l'ambiance, on va dire, visuelle. Mais l'image de marque, c'est beaucoup plus global. Ça inclut aussi la réputation, vos valeurs, votre expérience client, tout ce qui va en découler, votre discours, etc. Donc, c'est très important d'avoir une bonne cohérence là-dessus. Je vais vous demander, si vous en avez en tête, de me donner des exemples de marques qui, pour vous, ont une image hyper forte. Vous n'êtes pas obligé de me dire que des grosses entreprises. Si c'est le boulanger de votre rue ou si c'est peut-être un concurrent, vous pouvez me le citer. C'est pas obligatoirement Nike ou Fenty, quoi, en gros. Alors, voyons. Est-ce que vous avez des exemples qui sortent? Vous pouvez me les mettre dans le chat ou me les dire à l'oral. Je peux vous donner un exemple très concret par exemple. Moi, pour ma part, dans notre petit secteur à Clichy, on a une boulangerie qui s'appelle Clem et Gwen. Et vous les avez peut-être vu passer sur trop bien, Airbnb, Sanofi. Ouais, trop bien. C'est aussi des grosses marques. On va prendre plusieurs exemples. Et en fait, je trouve qu'ils ont une image de marque très bien pensée. Leur devanture, elle est super bien pensée. Leur charte graphique, c'est vraiment du bleu, très électrique avec du blanc, un côté voilà très lissé, très qualitatif, haut de gamme. Leurs prix vont avec, mais en fait, ça se comprend et ça s'entend du coup. Dans leur discours, ça s'entend aussi qu'ils sont. C'est pas juste, enfin, j'ai rien contre le boulanger du coin, mais c'est vraiment une boulangerie, un maître artisan en fait. C'est vraiment haut de gamme. Et en fait, tout le discours autour, toute leur communication autour, elle est vraiment pensée avec cette stratégie-là. Quand on regarde Airbnb, quand on regarde, vous avez donné cet exemple dans le chat, c'est vraiment ça l'idée en fait. C'est que quand on a une marque qui a une image impactante, toutes les interactions, toute la somme des interactions visuelles et non visuelles qu'on a avec cette marque, ça crée vraiment une émotion. Et on s'identifie à la marque, on enlève des freins en fait que le prospect ou le client peut avoir et on donne un sentiment d'appartenance. Il faut se dire qu'en fait, le client, il achète très souvent la marque avant le produit parce qu'en fait, il va s'identifier aux valeurs et à l'histoire qu'il y a derrière. Donc là, vous donnez des petits exemples aussi très rapidement de très grosses marques pour le coup qui avaient réussi le pari d'avoir une globalité et d'avoir un univers qui soit très global. Alors on aime ou on n'aime pas, mais ça permet en fait d'avoir vraiment une perception qui soit aussi durable. Ce qu'il faut comprendre en fait sur la notion vraiment, l'évolution de l'image de marque dans le temps, c'est qu'avant, on était vraiment focus sur le produit. Désormais, on est beaucoup plus focus sur l'expérience du client, ce qu'il va ressentir à chaque étape, chaque point de contact avec l'entreprise, en fait, qu'est-ce qu'il va ressentir? Comment apaiser ses points de douleur? Par exemple, l'étape du paiement, très souvent, c'est un moment un peu touchy, on ne sait pas trop comment l'aborder, on ne sait pas trop comment y aller. Et en fait, le fait d'aller adoucir ce moment de douleur, entre guillemets, qui peut être compliqué avec une image de marque, un accompagnement, quelque chose qui soit global, ça va vous permettre en fait de créer quelque chose qui sera beaucoup plus impactant et qui va mettre aussi clients beaucoup plus dans la confiance. Il y a aussi le fait qu'avant, les marques s'adressaient aux consommateurs et aujourd'hui, on est dans un engagement qui est beaucoup plus interactif. Les consommateurs aujourd'hui ont leur mot à dire. On le voit. On a de plus en plus d'avis, on a de plus en plus de chances en fait de donner notre ressenti par rapport aux marques et même des fois de dézinguer des marques si on n'en est pas content. Donc en fait, c'est plus juste la marque qui parle au consommateur, ça va aussi dans l'autre sens.
On a une stratégie qu'on appelle customer centric, ça veut dire que le consommateur est au centre des préoccupations. Le produit ou le service doit être qualitatif. Mais derrière, on se préoccupe vraiment de justement des points de douleur, des besoins, de ce qu'il a besoin de ressentir, ce qu'il veut, etc. C'est vraiment centré sur lui. Donc, on va aussi vers quelque chose où, avant, on avait des services beaucoup plus standardisés, des produits beaucoup plus standardisés, et maintenant, on tend à personnaliser, à faire plus de sur-mesure, à essayer de créer une expérience unique pour chaque personne. On le voit par exemple chez Nike, où maintenant, on peut créer quasiment tous les produits en personnalisant la couleur, le motif, le petit message sur le côté de la chaussure. En fait, on veut créer de l'unicité. Donc, en fait, aujourd'hui, vous, à travers vos entreprises, c'est ce que vous devez faire. Vous devez donner l'impression à votre client ou votre prospect qu'il est unique et que votre service, il est fait pour lui. Ça demande pas seulement de réfléchir, on va dire, client ou prospect, enfin, client par client ou prospect par prospect. Ça demande d'avoir déjà, en fait, des messages qui soient très rodés et de très bien connaître sa marque et son identité. Justement, donc, je ne sais pas si jusque-là, tout va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat, comme ça je les regarde pendant les petites interstices entre les parties. Mais du coup, ça demande les 6 étapes dont je vais vous parler juste après. N'hésitez pas, je vais y revenir juste après à poser vos questions, il n'y a aucun problème. Je suis là pour ça. Donc, les étapes clés. Première étape qu'il ne faut... je ne sais pas s'il y a des coachs ici ou des personnes qui sont dans le développement personnel, mais je pense qu'on est quand même, quand on est entrepreneur, on est quand même sensible à ce genre de choses. Et on sait tous que la base pour pouvoir se développer personnellement, c'est de connaître ses valeurs, sa mission, ses envies, en fait, le pourquoi on fait, le why, on dit souvent le grand why. Alors, des fois, les gens en peuvent en rire, entre guillemets, parce que ça paraît énorme comme pourquoi est-ce qu'on est là. Mais en fait, votre marque, elle a vraiment une mission, une volonté derrière tout ça. Donc, ce que vous devez faire, c'est vraiment vous poser sur vos valeurs, vos missions, et du coup, votre positionnement sur votre marché. Si vous arrivez à comprendre ça et à l'analyser, vous saurez comment faire la différence. Et on va voir après, il y a des étapes aussi un peu intermédiaires. Mais par exemple, si nous, notre mission, ça a été dès le départ de donner la chance à tous ceux qui rêvent de lancer un projet ou de construire un projet, de pouvoir avoir accès à une agence de communication, toute notre façon de communiquer, tous nos canaux, tout notre wording, enfin notre vocabulaire lorsqu'on parle avec des clients ou des prospects va être tourné autour de ça. Le but, c'est vraiment de faire ressentir du coup les valeurs de confiance, de transparence, les valeurs d'ambition, parce que c'est des choses qui sont très fortes chez nous. Et du coup, on sait que notre positionnement sur le marché, on va vraiment jouer sur quelque chose où nos tarifs vont être très paquetés. On va pouvoir facilement répondre à une demande en expliquant que voilà, on a pensé les choses comme ça parce qu'on les a testées sur nos clients et qu'on sait que ça fonctionne. On va pouvoir en fait avoir un discours derrière qui va être hyper rassurant et dans cette mouvance. C'est pareil pour les grandes marques que vous avez pu me citer. Airbnb, ils savent très bien que leur valeur, c'est vraiment le côté justement familial, partage. Ils vont vraiment agir là-dessus, donner l'impression qu'en fait, on est un peu chez nous quand on est dans un Airbnb. C'est un peu aussi notre chez nous et donner la possibilité à tout le monde de pouvoir, entre guillemets, avoir accès à des logements où on ne se sent pas comme à l'hôtel, où on se sent un peu à la maison. Donc, ils ont un positionnement qui est justement hyper axé là-dessus, sur ce côté un peu disruptif sur leur marché. La deuxième étape, ça va être, alors on a dû vous le rabâcher, mais très sincèrement, les fondamentaux ne trompent pas. Ça va être de vraiment connaître vos clients idéaux. Vos clients idéaux, vous n'allez pas les sortir de votre chapeau. Enfin, au début, oui, un peu. Vous allez vous dire, OK, donc moi, je vais proposer ça. Ma tranche d'âge, ça va être plutôt ça, etc. Moi, ce que je vais vous demander, c'est presque de faire un travail à l'inverse, c'est-à-dire d'aller questionner. Presque, vous faites un questionnaire. Vous allez vraiment questionner les gens autour de vous sur qui ils sont, de quoi ils ont besoin par rapport à votre domaine, quels sont leurs freins, où ils vivent, etc. Et en fait, vous allez créer ces personnages. Il peut y en avoir plusieurs. Je vous le conseille d'ailleurs, qu'il y en ait plusieurs, avec vraiment beaucoup de détails. Limite, vous lui donnez un prénom, vous lui donnez un visage, un lieu de vie, des origines, un métier. Enfin, vraiment, vous allez aller chercher à créer vraiment un persona, une caricature de qui seront vos cibles, en fait. Et en fait, de ces caricatures vont découler des besoins, des modes de consommation,
des choses qui vont déclencher de l'achat beaucoup plus facilement, mais aussi des freins auxquels il va falloir que vous répondiez. C'est des points de douleur sur lesquels vous allez devoir travailler pour que votre offre, elle soit carrée. Donc ça, c'est très important parce que du coup, tous vos messages de marketing, votre image de marque, votre identité visuelle vont découler de ce travail-là. J'ai un autre outil que j'ai rajouté récemment, que j'aime bien proposer à mes clients quand je vois qu'il y a une déconnexion entre ce qu'ils veulent montrer de leur marque et ce qu'ils me disent. Je leur dis, OK, très bien. Maintenant, on va enlever tout ce qui est existant. Vous allez vous dire que votre marque, c'est une personne. Vous allez vous imaginer une personne. Ça se trouve, c'est Beyoncé, la personne. Et du coup, Beyoncé, son caractère, ça va être comme ça. Elle va être très dynamique, un peu mystérieuse, très sûre d'elle. Elle va dégager un sentiment de on peut tout réussir. Enfin, en fait, elle est vraiment chercher à personnifier votre marque. L'échelle de personnalité, c'est un vrai outil qui est utilisé en marketing pour donner en fait à votre marque une profondeur, comme si c'était quelqu'un que vous connaissiez. Souvent, il y a des fondateurs qui me décrivent leur personnalité. Alors, ça dépend aussi du type de structure, mais j'aurais tendance à un peu, je vais reprendre l'exemple de Beyoncé, hein, c'est toujours un très bon exemple, Beyoncé. Mais Beyoncé, en fait, quand elle est sur scène, c'est pas Beyoncé, c'est Sacha Fierce. Et en fait, vous, même si vous êtes au centre de votre marque et que vous êtes qui vous êtes Jade, vous avez votre caractère, etc., peut-être que votre entreprise, elle va avoir un autre caractère que vous allez lui donner. Comme si vous alliez, vous aussi, porter un peu ce costume de scène, vous allez rentrer un peu dans le ring et à votre tour prendre un petit peu cette personnalité. Mais en fait, votre personnalité n'est pas forcément la personnalité de votre marque. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas forcément. Donc, posez-vous vraiment cet exercice-là, posez-vous vraiment les bonnes questions en vous disant qu'est-ce que je veux retranscrire derrière. Ça sera forcément rattaché à vos valeurs, à votre mission, à votre positionnement et forcément rattaché à qui vous voulez parler. Vous pouvez pas me faire une marque vous pouvez me faire une marque qui va être Beyoncé si derrière, vous savez que votre cible, là, je vous donne un exemple hyper concret, mais vous n'êtes pas obligé de mettre une star. Hein. Vous pouvez mettre quelque chose qui est complètement inventé. Mais si votre cible derrière, elle n'est pas du tout sensible à la personnalité de Beyoncé. C'est un exemple. Donc ça, c'est un outil qui est top, je trouve, pour donner un peu de profondeur à sa marque. Ensuite, l'étape suivante, ça va être votre storytelling, votre histoire de marque. En fait, vous pouvez très bien arriver et dire, voilà, moi je m'appelle Jade, j'ai lancé il y a 3 ans mon entreprise, c'est une agence de com. Alors ce qu'on fait, en fait, c'est... bon, là déjà, je vous ai perdu. Alors que si j'arrive et que je dis, alors moi, en fait, il y a 3 ans, j'ai failli partir au Canada et finalement, je me suis retrouvée bloquée en France à cause du Covid. Et très vite, plein de gens autour de moi sont venus me voir et m'ont dit, Jade, on est bloqué. Aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de travailler en physique. Il faut que le digital nous aide. Et du coup, j'ai décidé d'apporter mon aide à toutes les personnes qui en avaient besoin autour de moi, quel que soit le domaine ou le type d'entreprise. Là, déjà, il y a un peu plus de matière. Si je vous racontais le storytelling de mon associé, vous verriez qu'il y a plus de matière, il y a plus d'énergie, il y a plus d'émotion. En fait, c'est un peu comme quand vous allez voir une... Je vais vous donner un mauvais exemple peut-être. Peut-être que la personne en gestion de patrimoine, elle va me dire « Wow, pourquoi je fais ça ?» Mais quand moi, je suis allée voir ma courtière pour mon premier achat, elle m'a dit « Jade, ok, là, tu m'as envoyé, tu m'as expliqué ta situation. Moi, je vais raconter une belle histoire. Je suis là pour ça. » En fait, votre storytelling, c'est la même chose. Il faut que vous utilisiez les éléments qui font l'histoire de votre entreprise et que vous les sublimiez. Il ne faut pas inventer. Bon, après, il y a des storytelling inventés, il y a des marques qui ont des storytelling inventés. Je pense à une marque, par exemple, Sauce Graine, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu le Ikea en version action. Décoration, quoi. Ouais. Ah, exactement. Et en fait, Sauce Graine, histoire complètement inventée. Ils racontent que c'est une mamie et sa sœur, etc. C'est faux. Mais ils ont créé un côté émotionnel autour de ça. Derrière, il y a quand même une famille et tout ça. Ils ont créé en fait un storytelling pour pouvoir en fait toucher leur cible. Moi, j'aurais tendance à vous recommander toujours, surtout dans des activités où vous êtes au centre, d'avoir un storytelling qui parle de vous. C'est hyper important. C'est très, très important. Donc là, c'est vraiment raconter une belle histoire. Penchez-vous toujours sur les étapes d'avant pour vous tester et vous dire est-ce que je suis alignée. C'est important. Ensuite,
on arrive à l'étape suivante, qui est l'identité visuelle. Je vous ai mis là l'exemple d'une planche de recherche qu'on a fait pour un de nos clients. En fait, l'identité visuelle, ça regroupe vraiment du coup des éléments beaucoup plus palpables. Votre logo, votre sigle, votre slogan, baseline, on appelle baseline, vos couleurs, vos typographies, vos textures, les éléments graphiques qui vont intervenir. En fait, vraiment toutes ces règles qui vont faire que votre image, elle va dégager quelque chose. Il faut savoir que, en fait, visuellement, on néglige souvent, mais les couleurs ont un sens, elles ont une symbolique, elles ont un côté même hyper émotionnel dans notre cerveau et inconscient. Les formes ont un sens. La forme ronde, c'est beaucoup plus englobant, féminin, ça va apporter beaucoup plus de douceur. Des choses plus anguleuses vont avoir l'air beaucoup plus carrées, cadrées, millimétrées. En fait, il y a des choses qui vont peut-être couler de sens pour vous, mais en fait, il y a vraiment des symboliques derrière tout ça et des choses qui vont du coup être retranscrites auprès de votre audience. Donc, c'est très important que votre identité visuelle, elle soit pensée selon toutes les étapes qu'on vient de voir avant. J'allais dire après, mais non avant. Parce qu'en fait, vos valeurs vont être retranscrites à travers votre identité. Votre histoire va être transcrite à travers votre identité. Nous, chez Mimétisme, en plus là, on va bientôt avoir une refonte d'image de marque, mais quand on a pensé à nos couleurs, on a voulu avoir à la fois quelque chose de très clair, de très droit au but, mais en même temps de très dynamique, de très ambitieux, avec beaucoup de diversité, parce qu'on adore ça. On adore en fait mélanger des horizons, des origines, des personnes qui sont de milieux différents, qui sont de domaines différents. Et du coup, on voulait vraiment que ça soit ça. Et c'est ce qu'on essaie de retranscrire au maximum. Ensuite, pour terminer, la dernière étape, ça va être d'avoir une cohérence, une harmonie qui va aller du physique au digital. Moi, j'ai un vrai problème, c'est que j'adore le digital, j'adore les réseaux sociaux, mais je pars du principe que il ne faut surtout pas oublier l'expérience physique. Même si vous faites un produit digital, même si vous faites du e-commerce et que vous envoyez vos produits chez vos clients, tout ce qui est en contact physique avec votre client doit être quelque chose d'harmonieux avec tout le reste de votre expérience. Votre expérience, elle doit être pensée de A à Z. Donc, ça veut dire que la prise de contact au début, rien que le message, votre intonation de voix, vos collaborateurs, si demain vous avez une équipe, ils doivent transpirer votre marque. C'est très important parce qu'en fait, tous les moments, les points de contact font partie de l'image de votre marque, en fait. Donc là, je vous ai montré un exemple avec du packaging, avec des réseaux sociaux, avec du visuel. On a fait énormément de choses pour cette marque qui est une expérience très cohérente et c'est ce qu'on recommande vraiment à tous nos clients. Donc, sur ça, essayez d'être au top et de penser à chaque étape. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous montre un petit exemple? Alors, voyons. Avez-vous des tips? Oui, dites-moi. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Alors tout d'abord, merci pour cette intervention qui est extrêmement nécessaire pour celles qui souhaitent se lancer dans le monde du business. C'est mon cas. Donc, je suis responsable RH et coach en cours de certification. Et de par ma formation, je suis également des cours de marketing digital. Et je vous avoue que c'est pas du tout mon domaine. Et du coup, j'ai un peu l'impression d'être noyée dans ce monde de l'image. Moi, j'ai tendance à faire les choses un peu straight to the point, mais pour le coup, apparemment, je comprends qu'il y a des étapes à passer, etc. Et là, je comprends qu'il faut créer un persona, qu'il faut travailler sur le MVP, enfin, travailler son storytelling, etc. Et ma question est de savoir, est-ce que finalement, comment inciter les personnes autour de soi à compléter en fait ce questionnaire pour pouvoir créer un persona? Est-ce que finalement, moi, je l'ai en tête mon persona. Je sais exactement quelle est la cible vers laquelle je souhaite m'orienter. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, il y a deux facettes chez moi. Là, je vais répondre à la fois comme experte en branding, mais je vais aussi parler en tant qu'entrepreneur. Je trouve ça très bien que je suis désolée, vous voyez, mais des fois, je vais tutoyer. Voilà. Non, vous pouvez me tutoyer, bien sûr. Que tu sois straight to the point, parce qu'en fait, c'est la force d'un entrepreneur, pour moi, c'est d'être dans l'action.
Donc, si toi, tu as déjà ton persona en tête et que tu as envie de le vérifier, mais que tu as quand même envie d'actionner derrière et d'avancer pour chercher des clients, etc., rien ne t'empêche que ce travail il soit fait aussi en parallèle. Mais je pense que c'est quand même un travail intéressant et important parce que des fois, ça permet de vérifier des choses, des certitudes qu'on a, mais qui ne sont pas vérifiées. Souvent, c'est en faisant qu'on a des retours. Moi, je pousse toujours au test and learn. On fait, on teste, on apprend, on réajuste, etc. Mais en fait, l'image de marque, c'est tellement crucial parce que une fois que c'est posé, que les clients l'ont vraiment capté et l'ont en eux, quand tu vas vouloir faire des changements, ça va être beaucoup plus dur. Parce que du coup, si tu changes de nom, tu peux perdre tout le travail que tu as fait en amont. Si tu changes d'univers graphique, il faut faire une bonne transition parce que du coup, les gens vont avoir l'habitude de te voir sous cette forme-là sur les réseaux, par exemple, et du coup, ils vont beaucoup moins être captés peut-être par ta nouvelle identité graphique de prime abord. Du coup, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Et moi, pour pousser les gens à faire ce questionnaire, si tu as déjà des clients ou des prospects, offre-leur quelque chose. Dis-leur, voilà, si vous remplissez ce questionnaire, je peux vous faire on peut se faire un petit briefing ensemble de 20-30 minutes pour que je vous donne des conseils gracieusement, ou alors tu peux leur offrir, si tu fais du produit, une réduction. Si tu n'as pas envie forcément d'offrir quelque chose, il faut limite que derrière, entre guillemets, tu joues sur le côté marketing. À la fin du questionnaire, vous découvrirez une belle surprise. Tu vois. Ok, très bien. Petit exemple. Ça marche. Faire un peu de teasing, en fait. Exactement. Vraiment jouer sur ce côté-là. J'avais une deuxième question, si je puis me permettre. Je me pose la question aussi du logo. Donc, j'ai déjà créé mon logo, mais je l'ai fait vraiment à titre très amateur avec Canva. Et mon entourage me dit souvent, méfie-toi, parce que si demain, effectivement, ton business commence à prendre de l'ampleur, ce que je me souhaite, parce que là, aujourd'hui, Bien sûr. est-ce que, donc, on me dit, tu as tout intérêt, en fait, à créer un vrai logo avec un vrai professionnel au cas où ton entreprise prendrait de l'ampleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'au final... je vais dézinguer mon métier. Non, je rigole. Non, en fait, moi, je trouve que si ton logo, il fonctionne, que tu en es fier, que tu l'as vérifié, c'est-à-dire que tu as testé un peu auprès, justement, de personnes du métier, rien que de leur demander un peu leur avis et que, voilà, que ça marche, j'aurais tendance à dire, vas-y. Mais pour le protéger, dans tous les cas, aujourd'hui, les seuls moyens de protéger un logo, c'est de le déposer. Enfin, en plus, on a quelqu'un ici, je crois, qui parlait de brevet tout à l'heure. Et c'est pas toujours nécessaire non plus quand on est en début d'activité, mais j'ai quand même vu des entreprises galérer parce que quelques années après, ils se faisaient attaquer. Donc, je conseillerais toujours de quand même bien se rapprocher de l'INPI, de poser des questions, de comprendre, de tester. De toute manière, moi, je conseille aussi toujours de tester son marché avant de faire trop d'investissements aussi, parce que c'est important. Et pour répondre un peu parallèlement, après, je te dirais toujours que faire appel à un professionnel, ça te permettra d'avoir une expertise que tu n'auras peut-être pas, tu vois. Donc, d'avoir un regard neuf, peut-être de faire évoluer ton logo sans changer complètement. Mais voilà, c'est très subjectif ce que je te dis, puisque je n'ai pas forcément vu ton logo. Mais je connais des marques aussi qui se sont montées en interne et qui ont très bien fonctionné. C'est OK aussi, tu vois. Ok, ça marche. Voilà. Merci beaucoup pour les réponses. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant que je continue? C'est bon, très bien. N'hésitez pas et puis je voyais une petite question, des tips pour inciter. Ah oui, c'est bon, pour créer ce persona. Oui, donc ça j'ai répondu, parfait. Mais n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, vous pouvez me les noter. Je vais vous présenter donc une expérience client qui, selon moi, est archi cohérente et qui allie vraiment le physique et le digital. C'est celle de Merci Andy. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Merci Andy. Je vous recommande d'aller la voir. C'est une très belle entreprise française aujourd'hui qui explose. Vous pouvez suivre aussi le fondateur sur LinkedIn, il est top. Il est très gentil en plus, donc n'hésitez pas. Enfin, il ne faut pas hésiter à envoyer des messages. De toute façon, moi, je vous dirais toujours d'oser dans l'entrepreneuriat, poser des questions à des gens qui, des fois, font un peu flipper de prime abord, mais c'est hyper important. Donc, eux, ils ont vraiment posé leurs valeurs dès le départ. Ils savaient, en fait, que ça allait être une marque qui allait changer la face des soins au quotidien, en fait. Et ce qu'ils ont voulu, c'est
rejoindre leurs valeurs vraiment de simplicité, de fun, de positivité et rendre les gestes du quotidien, comme se laver les mains, beaucoup plus agréables et amusants. Ils ont explosé pendant le Covid puisqu'ils ont fait le premier gel hydroalcoolique beau et agréable, clairement qu'on se le dise. Pour ceux qui étaient... Enfin, moi, ma maman, par exemple, était en première ligne, elle était infirmière. C'était terrible pour elle, c'était très dur. Et du coup, c'est des produits comme ça qui redonnent un peu de gaieté dans un moment qui était quand même assez compliqué, qui les ont fait exploser. En fait, ils voulaient que ça devienne plus un objet qu'on a envie de cacher dans son sac à main, mais limite qu'on a envie de sortir comme son rouge à lèvres Chanel, quoi. Donc, clairement, ils ont pas mal réussi leur pari. Ils ont une cible qui est relativement jeune quand même. Ils touchent l'adolescent jusqu'à la trentaine, voire un peu plus aussi. Mais en fait, leur but, c'était que sur leurs réseaux sociaux, ils jouent beaucoup sur cette facette un peu de média, marque média. Donc, vraiment amener ce côté, on est plus qu'une simple marque, on porte des valeurs d'inclusivité, de nature, d'écologie, etc. Et on va les pousser à 200%. Donc, ils ont une image de marque qui les démarque énormément sur leur marché. Ils ont poussé le concept jusqu'au bout, même en physique. C'est-à-dire que quand on reçoit leur packaging, il y a une odeur, il y a une expérience, il y a des messages, il y a tout un process en fait autour. Il y a aussi tout le côté digital qui vient confirmer cela avec des messages hyper bien pensés, un wording hyper bien pensé. Vraiment, tu as l'impression limite que Merci Andy, c'est ton pote, c'est ton crush, c'est ton flirt. Mais en fait, tout est pensé autour de ça. Leurs personnages, ils savent que c'est le bon copain ou le flirt avec qui tu n'as pas envie que ça s'arrête, quoi. Donc, ils sont très, très forts. Le personnage, pardon, la personne qui revendiquerait, enfin, qui serait la marque, pardon, je me suis trompée de mot. Et sur leur pop-up physique, ils ont poussé le vice jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est colorful, c'est entraînant, c'est limite un peu rétro, mais futuriste. Il y a un côté cosmique. Enfin, vraiment, ils ont poussé la chose au maximum et ça fonctionne. Donc là, je vous donne un exemple de marque, mais évidemment, le but, c'est que vous le transposiez, que vous fassiez du service ou du produit, parce qu'il y a des choses aussi à faire quand on fait du service. En fait, tout ce que vous allez mettre en place pour toucher votre cible, tous les cadeaux que vous pouvez leur faire à des moments pour qu'ils se souviennent de vous. Nous, par exemple, on a un kit mimétisme avec vraiment le starter pack pour passer une bonne journée et on l'offre à tous nos clients. Ils le reçoivent, tous nos clients le reçoivent. Donc, en fait, ils ont plus que juste une agence de com. Ils ont vraiment une agence qui les accompagne un peu dans leur journée, dans leur développement. On met en place des soirées régulièrement, des soirées à thème, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire pour connecter les gens entre eux. En fait, il faut que vous pensiez que votre entreprise, vous en faites ce que vous voulez. Donc, en fait, vous pouvez prendre aussi des choses qui marchent sur du produit, des choses qui marchent sur un autre domaine et les transposer sur le vôtre. C'est très important de faire ce genre de parallèle. J'allais vous parler aussi d'un point important, c'est les partenariats. Tous vos partenaires, s'ils sont publics, doivent transpirer les mêmes valeurs que vous. Que ça soit quand vous faites des partenariats d'influence ou d'UGC, ou que ça soit le partenaire qui, par exemple, travaille avec vous sur un pan d'activité. En fait, c'est hyper important que ça soit vraiment dans votre lignée, en fait. Il faut penser à ça. Ou alors, il faut que ça soit un partenaire qui soit en off. Parce que, par exemple, s'il y a des marques, des fois, qui travaillent avec des grosses usines, mais qu'ils ont envie de garder ce côté hyper, justement, lisse, etc. Et que derrière, je ne vous dis pas de faire du greenwashing ou de cacher des choses, je vous dis juste, en gros, de garder ce qui vous appartient, mais par contre, de mettre sur le devant de la scène ce qui transpire votre marque, en gros. Donc, voilà. Est-ce que jusque-là, il y a encore des petites questions? Hop, pour l'instant, ça va. Ok, super. Maintenant, on va attaquer. Ah, pardon, je vous écoute. Quelqu'un a dit quelque chose? Non, c'est bon. N'hésitez pas, vous m'interrompez. Au besoin, vous me dites. Ensuite, on va parler de comment faire la différence, parce que le but, je pense, de tout le monde, c'est de faire la différence. Sachez que, je reviens sur ce point-là, mais sur tous les marchés aujourd'hui, il y a de la concurrence. La concurrence, c'est positif. La concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Et faire la différence, c'est toujours possible. Il y a 1000 marques aujourd'hui de cosmétiques, par exemple, et pourtant,
Chacune a sa différence. Le tout, c'est justement de ne surtout pas se fondre dans la masse ou copier un concurrent. On peut aller s'inspirer. Le mimétisme, par exemple, c'est de l'inspiration, hein, clairement. Mais le but, c'est quand même de trouver, vous, votre ADN et de la révéler. Donc, pour faire la différence, il y a des stratégies. Une des premières stratégies dont je vais vous parler, c'est la stratégie vraiment de concentration sur une niche très spécifique. En fait, si vous êtes coach sportif, vous êtes un coach sportif parmi 1000. Mais si vous êtes un coach sportif spécialisé dans les femmes enceintes et la maternité, en fait, vous allez toucher votre cible beaucoup plus facilement parce que vous allez avoir des messages adaptés. Et du coup, toutes les personnes qui sont dans ce cas-là vont se tourner beaucoup plus vers vous qui avez une expertise pointue que vers un coach sportif. Par exemple, je prends l'exemple, moi j'en suis une qui s'appelle FitMom. Elle est vraiment spécialisée là-dedans. Et c'est top parce qu'elle est suivie à fond par des mamans. Et du coup, elle parle vraiment le même langage. Donc c'est hyper intéressant. On peut trouver des marques, on peut trouver vraiment plein de choses où on va avoir une niche qui va être attaquée. Attention, je ne dis pas que c'est obligatoire d'utiliser cette stratégie-là, parce qu'on peut se différencier par d'autres choses, mais c'est une façon de le faire. Vous pouvez aussi avoir une stratégie d'innovation dans l'expérience client. Je vais prendre l'exemple qui est là sur la slide de Warby Parker. Pareil, les opticiens, il en existe des milliers. Des milliers, c'est peu même. Eux, ils ont décidé de changer l'expérience du client. Donc maintenant, on n'est plus chez l'opticien en train de se regarder vite fait dans la glace parce qu'on n'ose pas trop, il y a du monde autour et puis la lumière, elle n'est pas top. Puis on n'est pas sous son meilleur jour. Alors du coup, on essaie des lunettes, mais on ne sait pas trop. Non, là, en fait, on choisit ses paires. On se les fait livrer à la maison. On les teste quand on a envie. Et on leur dit, OK, c'est celle-là que je préfère. Et ils nous la renvoient. En fait, ils ont réussi à transposer une expérience peut-être qui pouvait marcher avec des vêtements, etc., sur de la lunette. C'est hyper intelligent. Donc voilà, vous avez stratégie aussi de positionnement fort. Je vais prendre l'exemple du slip français. Bon, controversé en plus comme marque quand même, mais qui du coup, eux, ont décidé de vraiment prôner le Made in France fois 1000. C'est leur positionnement. Ils sont hyper qualitatifs, vous allez payer vos slips plus cher, mais ils sont Made in France. Du coup, les gens qui sont sensibles à ce type de message vont être attirés par eux. Si vous avez un positionnement fort, il faut vraiment le prôner. Nous, on a un positionnement qui reste quand même sur un côté transparence et accessible. Ça ne veut pas dire nos tarifs sont ce qu'ils sont et on fait du travail de qualité. Mais en fait, le fait que ça soit paqueté et qu'on l'expose, ça permet à tout le monde de savoir et pouvoir constituer son budget facilement en termes de com. Donc, c'est vraiment notre positionnement aussi qui nous permet de nous différencier. Et l'accompagnement en crowdfunding qui est la proue du bateau. Ensuite, on a aussi donc l'identité. L'identité, ça va pouvoir jouer. Votre image de marque, votre charte graphique, vos couleurs, vos messages vont vous permettre de vous démarquer. Je prends l'exemple de Michel et Augustin, des marques en fait qui font des yaourts ou des biscuits. Il y en existe des milliers aussi. Mais eux, en fait, ils ont su prôner sur cette image un peu décalée avec des petits personnages, vraiment des phrases un peu rigolotes, des insights, comme on appelle ça, donc des phrases marketing vraiment hyper bien pensées, toujours dans ce ton un peu humoristique. Limite, on a l'impression qu'ils ont volé la recette à leur grand-mère et qu'aujourd'hui, ils la remettent au goût du jour. Donc, il y a vraiment cette identité qui est hyper forte et qui fait qu'ils se démarquent. Donc ça, c'est des stratégies pour se démarquer. Pour se démarquer, il y a aussi tout ce qui va être preuve sociale. Je vous invite fortement à travailler vos preuves sociales. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, bon, grâce et à cause d'eux aussi, parce que ça peut être aussi très compliqué, tout le monde peut donner son avis sur tout. Mais si vous cultivez en fait des témoignages positifs sur votre entreprise, si vous montrez des études de cas, des interviews, si vous, à chaque fois qu'il y a un accompagnement qui se termine, vous redirigez vers une page d'avis. Nous, par exemple, on redirige toujours vers une page d'avis et les clients, ils vont sur Google et ils nous laissent des avis. On a 5 étoiles sur Google. Et ce n'est pas des faux avis, c'est vraiment des avis de clients. Et en fait, ça permet d'avoir cette preuve sociale. Donc ça, c'est vraiment tout ce que vous avez d'organique, on va dire, et de propre à votre entreprise. Et après, il y a des marques aussi qui, des fois, décident de faire appel à de l'influence ou à de l'UGC, User Generated Content. Dans ce cas-là, il faut se dire que votre stratégie, elle doit être tout aussi cohérente.
Faire appel à un influenceur parce qu'il a des millions d'abonnés, mais qui ne sera pas en accord avec vos valeurs, zéro intérêt. Zéro intérêt, il ne touchera pas votre site, il ne vous rapportera pas quelque chose de positif, il salira votre image. En fait, limite, des fois, il vaut mieux aller vers de la micro-influence, faire du gifting, décider d'aller toucher des personnes, même des gens qui sont très influents, hein, mais qui vont vraiment correspondre à vos valeurs, plutôt que de vouloir prendre juste des opportunités. Après, il faut savoir être opportuniste quand il faut, mais ça ne sert à rien de le faire mal. L'UGC, c'est pareil, c'est super. Moi, j'ai une cliente il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Ah, mais regarde son profil, elle me propose, elle le fait gratuitement. » Je dis « Mais non, on n'y va pas. Son image, elle ne te correspond pas. Tes produits sont haut de gamme. On a envie que tu aies une image qui soit quali de fou. Enfin, ça ne marchera pas. » Elle ne l'a pas fait, mais je sais très bien que si elle l'avait fait, ça aurait desservi la marque. Donc, en fait, il faut vous dire que tout ce qui va résulter de votre marque, ça doit être de la preuve sociale qui est en accord avec tout ce qu'on aura travaillé avant. C'est très important. Ensuite, il y a toute la partie créer de l'engagement. Pour vous différencier, si vous avez de l'engagement avec vos clients, votre communauté, avec les gens, mais même si, vraiment, souvent je le dis à mes clients, mais rappelez-vous d'une chose, c'est que des fois, en début, on est là, ouais, mais j'ai que 100 abonnés. Mettez 100 personnes dans une pièce. Mettez 100 personnes dans une pièce. 100 personnes, c'est énorme. C'est pas parce qu'on n'a pas 10K, 20K, 100 000 K sur Instagram, c'est pas parce qu'on n'a que 2 clients pour l'instant qu'en fait, on n'a pas de possibilité de créer de l'engagement. Créer de l'engagement, ça se cultive dès le départ. Ça veut dire avoir des échanges avec sa communauté, avec ses prospects, avec ses clients, créer des espaces d'échange communs quand on le peut. Vous avez les canaux de diffusion, vous avez WhatsApp, vous avez des événements que vous pouvez faire en physique. Faire de la co-création, les questionner, faire des sondages, les aider en fait, enfin vous aider en les questionnant à créer l'offre parfaite, à créer le service parfait, à améliorer votre entreprise. Faire des événements, je vous en ai parlé, ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour le coup pour le faire régulièrement. Créer des programmes de fidélité. Même si vous êtes coach ou que vous faites du service et que ce que vous voulez justement, c'est que votre client derrière il soit le plus autonome possible, rien ne vous empêche de mettre en place voilà, un petit système où voilà, s'ils veulent revenir pour faire un point régulier tous les 6 mois, ben, ils ont un tarif qui est hyper avantageux pour eux. Si ils vous recommandent à des gens, ils ont ben, des offres, des cadeaux, des petites choses. Pensez aussi au moment où il n'y a pas d'opportunité commerciale. Nous, on envoie des bouquets de fleurs à tous nos clients à tous les anniversaires. Je leur envoie des cartes de vœux sans aucune, même à mes partenaires et même à la presse, je fais ça. Et en fait, c'est tout bête, mais vous allez marquer l'esprit des gens, même au moment où vous n'avez pas besoin d'eux. Et en fait, derrière, il va y avoir une relation hyper authentique qui va se créer. C'est hyper important. D'ailleurs, vous m'enverrez vos anniversaires. Mais ça peut être intéressant. Et créer voilà, des expériences qui soient immersives. Je prenais l'exemple ici de Nature et Découverte parce que c'est un bon exemple physique de lieu de vente. Moi, je viens du monde aussi des points de vente, des salons, etc. Je faisais vraiment que ça avant. Et c'est pour ça que je vous dis que le physique est important. C'est que quand tu rentres chez Nature et Découverte, tu peux tout toucher. Tu peux tout sentir. Tu as des odeurs, tu as des musiques, tu as des lumières, tu as des choses. En fait, créer une expérience immersive, même si votre point de contact, votre seul point de contact avec votre client, c'est un rendez-vous que vous avez tous les mois, il faut que ce rendez-vous soit quali. Il faut que vous offriez une expérience unique à votre client. Il faut qu'il reparte peut-être avec son petit livret à lui, un petit cadeau, quelque chose. En fait, investir en lui, ça va être investir en vous, en le retour qu'il va avoir pour vous. Donc, c'est très, très important. Voilà un petit peu pour cette partie. On va parler après de l'évolution. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient d'aborder? C'est dense, hein. Je sais qu'il y a de la matière. Super. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les noter, puis on aura l'échange de la fin. Et dites-vous aussi, je vais vous rassurer, je sais que là, je vous rajoute du travail dans votre tête, vous dites, oh là là, tout ce qu'il y a à faire. Mais petit pas par petit pas, one step by one step, c'est vraiment l'objectif final, c'est une suite de petits pas. Donc, vraiment, commencez par le début. Vous ne mettez pas non plus, désolé pour l'expression un peu des années 1960, mais la rate au courbouillon. Faites-vous plaisir, c'est votre entreprise, il faut se faire plaisir. Donc, pour finir, on va avoir 2 dernières parties qui sont assez rapides, assez concrètes. C'est l'évolution de l'image de marque. Je vais vous montrer un exemple très concret. On voit, donc là, c'est des logos, mais je vais vous l'expliquer autrement.
que toutes les marques, elles évoluent. Elles évoluent avec leur temps, elles évoluent avec leurs objectifs, leur taille, enfin, elles évoluent. C'est obligatoire. Vous ne pourrez pas, votre image de marque, elle ne sera jamais figée. Même votre charte graphique, votre identité visuelle ne sera jamais figée. Mais l'important, c'est d'avoir une base qui soit solide. L'important, c'est qu'en fait, derrière, vos valeurs, elles ne changent pas. Et en fait, ce que vous construisez avec l'image de marque, peut-être au milieu, ça va être la suite logique pour l'image de marque finale d'aujourd'hui. Donc en fait, dites-vous que c'est très important qu'elle évolue et qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Donc ça répond aussi peut-être à la question de tout à l'heure. Là, j'ai commencé avec ça, mais comment je fais? Peut-être que le logo actuel marche très bien et que dans un an, tu feras appel à une agence de communication qui te fera un logo 2.0, mais qui gardera peut-être la base de ce que tu avais fait. Peut-être qu'il y aura une évolution et c'est OK. Il faut juste que la base, vos valeurs, votre ADN, votre storytelling, quand même la base de votre image, votre identité visuelle, soit posée pour qu'il y ait une cohérence. Aussi, je vous mets une petite... Alors là, j'ai mis McDo, c'est un exemple très intéressant de transition pour revendiquer de nouvelles valeurs, beaucoup plus éco-responsables. Bon, c'est clairement... moi, je mange McDo, hein, mais c'est un peu trop greenwashing à mon goût, mais ça fonctionne. Les gens ont trouvé ça beaucoup moins agressif, ils ont réussi à transiter vers quelque chose en se disant, en fait, ça va, c'est pas si pire de manger chez McDo. Donc clairement, on ne s'est pas culpabiliser, je mange chez McDo de temps en temps. Et puis, il n'y a rien de grave. Mais en soi, ils ont réussi à soumettre ça dans l'esprit des consommateurs, vous voyez. Donc, c'est assez fort. Et moi, ce que je pourrais vous dire pour conclure le côté évolution, c'est penser quand même qu'il y a des choses qui sont quand même ancrées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Malgré tout, la façon dont on va vous percevoir, les couleurs qu'on va voir, le nom qu'on va retenir de vous, ça va avoir une mémoire dans l'esprit des gens. Ça va créer une mémoire dans l'esprit des gens. Ça va créer aussi une mémoire dans tout ce que vous avez travaillé en termes de communication, dans votre référencement, dans toutes ces choses-là. Donc, il ne faut quand même pas le prendre à la légère. Il faut juste se dire que ça peut évoluer. Et c'est comme ça. Et c'est OK. Et accompagner votre communauté quand il y a des changements. Très, très important pour ne pas les perdre, justement. Voilà. Alors, s'il y a des questions, je revérifie. OK, très clair. Merci beaucoup. C'est gentil, ça me motive. Mesurer l'efficacité d'une marque. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une marque, sa cohérence, son efficacité, ça se mesure avec différentes datas. En fait, il y a des méthodes pour faire des recherches, pour faire des sondages, des études quantitatives, qualitatives, de l'analyse de données. Donc, ça passe très régulièrement, sincèrement, par le fait de faire un panel de personnes qui représentent quand même pas mal votre cible, ou même des gens qui ne sont pas dans votre cible pour voir si ça fonctionne. C'est important aussi d'avoir des contre-exemples. Et en fait, de questionner. Ça peut être vraiment, comme je vous dis, du qualitatif, donc limite des appels, des coups de fil. OK, je vais te montrer quelque chose, je vous ai envoyé un mail, est-ce que vous pouvez regarder, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Ou de l'envoi de questionnaires quantitatifs où on va avoir des réponses qui vont être quand même normées. Le bleu vous fait plutôt penser à tac, tac, tac. Quand vous lisez ce nom, est-ce que vous vous sentez rassuré sur une échelle de 1 à 10 notée? Enfin, des choses comme ça. Là, je vous donne des questions un peu à la volée qui vont vous permettre d'avoir un retour, une data. En fait, après, il y a aussi des indicateurs quand même clés qui vont vous permettre de mesurer la notoriété de votre marque, la favorabilité. Est-ce qu'on va se diriger plus vers vous que vers un concurrent, par exemple? Est-ce que vous avez une réputation? Combien de personnes vous touchez aujourd'hui? Est-ce que les consommateurs sont engagés auprès de vous? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un beau taux de fidélisation? Est-ce que, en fait, toutes ces choses-là vont vous permettre de voir si votre marque, elle est cohérente. On peut, pour certaines entreprises, mesurer même l'impact financier que ça a. Je peux vous dire que, là, je vais parler du coq sportif parce que j'ai en tête, mais le fait d'avoir été distributeur principal avec Decathlon, mais pour les bénévoles des JO, ça va avoir un impact financier énorme, on est d'accord, mais sur leur notoriété, sur la suite de leur aventure en termes de marque, un impact énorme et mesurable. Maintenant, pour une entreprise de, par exemple, la taille humaine comme nous, ça nous permet très vite de voir, par exemple, notre identité graphique, si demain on la change, est-ce qu'au niveau de tous nos prospects, du taux de rétention de nos prospects,
est-ce qu'on a un impact qui est positif ou pas? Ça peut aussi jouer là-dessus. Alors, ça se mêle à d'autres indicateurs, mais si votre prospection, elle continue à être la même et que vous voyez que vous avez changé quelque chose dans votre image et que ça marche, et qu'il y a plus de clients qui signent, il y a forcément une cause à effet. Donc, c'est hyper intéressant même de questionner vos clients sur qu'est-ce qui les fait rester, qu'est-ce qu'ils pensent de votre image, etc. C'est hyper important de les inclure en fait dans cette réflexion. Voilà pour cette partie-là. Donc, en bref, pour conclure un petit peu, pour moi, les avantages d'une image de marque qui est réussie, c'est vraiment de vous différencier, d'être une valeur ajoutée, enfin vraiment d'être un peu le messager silencieux de votre marque au quotidien. C'est-à-dire que tout ce qu'on va voir partout à propos de vous va parler à votre place. Marquer les esprits, évidemment, de fidéliser aussi vos clients actuels, d'attirer donc de nouveaux clients qui partagent vos valeurs et de booster tout ce qui se passe en termes de bouche à oreille, parce que plus on vous voit et on trouve que c'est cohérent, et plus on va avoir tendance à parler de vous. C'est automatique. Donc voilà un petit peu pour notre échange. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je réponds à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez envie de parler plus en détail de vous, scanner ce QR code et à prendre rendez-vous avec moi. Si vous ne trouvez pas de créneau qui vous plaît, vous aurez mon mail. Vous pouvez m'envoyer un petit message. On peut essayer de trouver d'autres dispos au besoin. Ou je demande à mon associé aussi, qui est top, de pouvoir vous renseigner. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir un échange assez libre désormais. Donc, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir si vous n'en avez pas. C'était clair. Et même des retours, d'ailleurs, j'allais dire. Si vous avez des retours sur la présentation, je suis preneuse. Ah, moi, j'ai adoré, vraiment. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. C'était très clair et voilà, on revoit beaucoup de choses voilà, dans son esprit et voilà, il y a des choses à mettre en place. Merci beaucoup, Jade. Vraiment. Très, très Avec bien construit. Ouais, vraiment. Merci, ça me fait trop plaisir. Merci. Du coup, c'est Rougui, c'est ça? Tecle. Ah, pardon. Ah, mais j'ai cru que c'était. Excusez-moi, Tech. On a la même voix avec Rougui. Oui, j'étais là. Ah, bah, trop bien. Merci beaucoup, Tech. Ça me fait trop plaisir. Du coup, je vois aussi des petits messages. C'est trop cool de Ilham, de Paola. Ça me fait trop plaisir, vraiment. Présentation très claire. Bah, écoutez, je suis ravie. N'hésitez pas, si vous avez, vous aurez la vidéo, vous aurez la présentation. Si vous avez des questions après coup, si vous avez besoin d'un coup de boost, voilà, je suis là et l'agence est là. Et si vous avez même besoin d'avoir des avis extérieurs, n'hésitez pas à vous questionner entre vous. Vous êtes un club, c'est trop bien d'avoir cette richesse-là. Donc profitez-en. Et puis, je vous remercie du coup pour votre présence et votre implication. Merci à toutes. Merci à vous, mesdames. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, on va remercier Jade et clôturer cette session. Jade, normalement, va nous envoyer cette présentation que vous recevrez par mail avec ses coordonnées, donc adresse email et toutes les pages où vous pourrez du coup vous connecter à Jade. Et puis, moi, j'ai hâte. On échangera bien évidemment sur cette opportunité, cette possibilité de pouvoir organiser une masterclass en présentiel. Donc, ça Avec peut les... être de super également. Donc, voilà, merci à toutes, en tout cas, pour votre présence, à tous aussi, je pense. J'ai peut-être vu des messieurs également. Et puis, on vous donne rendez-vous le 28 pour la rentrée du club. Donc, c'est le tout premier événement en présentiel, le 28 septembre à Paris, pour la rentrée du club. Donc, voilà, masterclass, networking, cocktail dînatoire. Vous êtes les bienvenus. Super, Merci. Oui, Jade, j'ai pas vraiment une question, mais plus une réflexion que j'ai eue dernièrement, c'est que parfois l'image de marque, ce qui est intéressant, c'est de voir, comme tu as dit au tout début, la cohérence et que parfois, c'est ce qui peut être un peu délicat pour les entrepreneurs, c'est d'avoir vraiment cette vigilance sur ce que je suis véritablement
versus ce que je pense que je devrais être pour pouvoir impacter. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est un peu ce que, en tout cas, c'est super intéressant d'avoir cette réflexion-là, parce que si on reste dans ce que je pense qui devrait être le plus profitable dans l'image de marque et que ça soit pas ce qu'on est réellement, ben, en fait, il y a une dissonance Je peux pas dire. en fait, il y a pas comment dire, on n'est pas vu quelque part. Oui, bah, il faut beaucoup d'autant. Enfin, il faut. Je pense que quand on entreprend de manière générale, c'est un gros travail personnel parce que ça demande d'être très honnête avec soi-même et de se révéler des fois des choses qui sont pas toujours faciles. On aimerait, là je vous dis n'importe quoi, mais être une marque hyper peps et en fait on se rend compte que dans tout le projet ou en fait on a envie d'être une marque très élégante et plus discrète. Enfin, en fait c'est ok de changer d'avis et de se rendre compte qu'on n'a peut-être pas été totalement aussi honnête avec soi. Je trouve que c'est le propre de l'humain. Mais voilà, il faut juste faire ce travail de recherche et d'approfondissement au fond de soi. Ça, c'est important. Mais pour tout. Enfin, j'allais dire, je pense que Tech dira pour le côté financier, c'est pareil. Pour le côté alignement, de toute façon, l'argent, c'est une énergie et c'est lié à ça aussi, au fait d'être aligné. Donc, travail premier, travaillez sur vous et faites-vous plaisir surtout. Faites-vous plaisir, ça c'est important. Voilà. Mais j'adore cette. Merci Paola parce que c'est très vrai, j'aurais pas dit mieux. J'ai quand même dit plus, mais j'ai pas dit mieux. Super. Bah, merci beaucoup à toutes, vraiment, c'était top et j'espère vous rencontrer un jour de visu. Avec plaisir. Très bonne soirée à vous, mesdames. Merci. Merci, merci. Très bonne soirée à toutes.